Bonjour à vous et bienvenue dans ESS On Air, c'est l'émission de Mediatico où les acteurs de l'économie sociale et solidaire font l'actualité. À partir de 2023, c'est désormais chaque jeudi à 18h en live. Et pour la première fois aujourd'hui, c'est en live sur Twitch, un nouveau réseau sur lequel Mediatico fait ses premiers pas. Et bien sûr, ce sera dès demain en replay sur mediatico.fr. Alors en ce début 2023, l'actualité est particulièrement chargée. Vous l'avez vu, l'énergie, l'inflation, les retraite cette semaine et puis l'emploi. On va en parler aujourd'hui avec deux invités. Lynn Bobby, elle est présidente du CJDES, le Centre des jeunes, des dirigeants et des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et puis Hugues Vidor, il est président de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et meilleurs vœux, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année 2023, Lynn ? La solidarité et toujours, et beaucoup de démocratie, vitalité démocratique peut-être. Et Hugues Vidor ? Justice sociale, cohésion sociale et accès aux droits pour tous, notamment dans tous les territoires. Alors dites-nous ce qui caractérise en quelques mots vos deux organisations pour qu'on plante un peu le décor et qu'on fasse les présentations. Hugues Vidor, l'UDES. L'UDES, c'est l'union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc notre rôle, c'est d'organiser la représentation auprès des pouvoirs publics. Par exemple, pour donner un exemple précis, on participe aujourd'hui au Conseil national de la refondation, qui nous prend d'ailleurs pas mal de temps, mais qui permet de travailler avec l'ensemble des parties prenantes à des solutions qui nous paraissent intéressantes pour le pays. Et notre autre travail, si je puis dire, c'est d'organiser des actions avec l'ensemble de nos membres qui sont les 23 syndicats employeurs de l'économie sociale. Et pour le CJDES, Lynn Bobby. Alors le CJDES, déjà, c'est le Centre des jeunes, des dirigeants, des acteurs et actrices de l'économie sociale et solidaire. Et donc on est une organisation de personnes, une association qui a vocation à fédérer des jeunes, des moins jeunes, qui sont engagés professionnellement ou bénévolement dans l'économie sociale et solidaire et qui souhaitent échanger sur les pratiques actuelles de leurs organisations et de l'économie sociale et solidaire et qui souhaitent aussi en apprendre davantage sur la diversité de structures, la diversité des familles. C'est un des seuls réseaux qui est interfamille, interthématique. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir apprendre et de pouvoir projeter des développements positifs. Les jeunes au CJDES, il y a une limite d'âge ? Il n'y a pas de limite d'âge. J'ai vu 35 ans quand même sur votre site. C'est quoi cette limite de 35 ans ? C'est un dispositif spécifique qui s'appelle les universités du CJDES et dont on va d'ailleurs faire le lancement le 19 janvier prochain. Allez, l'actualité, elle est chargée, on l'a dit. On commence tout de suite avec les retraites. Le projet de réforme des retraites annoncé mardi par Elisabeth Borne, Première ministre, a été transmis aujourd'hui au Conseil d'État pour validation juridique. D'après ce texte, on partira à la retraite un petit peu plus tard, 64 ans au lieu de 62. Pour une retraite sans décote, ce sera même 67 ans. Il faudra aussi cotiser plus longtemps, pendant 43 ans. Ça désavantage ceux qui ont commencé à travailler très jeunes. Enfin, les régimes spéciaux des retraites sont supprimés à la RATP, chez EDF ou à la Banque de France. Et c'est un sujet qui compte pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, pas seulement parce qu'il est dans l'actualité, mais aussi parce que le système de retraite par répartition a été inventé après 1945 dans une logique de solidarité entre les générations. Et la solidarité, évidemment, ça nous importe. Lynn Bobby, comment est-ce que le CJDES regarde ce projet de réforme des retraites ? Alors comme je vous le disais, on est un réseau de jeunes professionnels surtout et bénévoles de l'économie sociale et solidaire. Donc en réalité, on n'est pas très surpris du fond. C'est assez fidèle à une tendance sur les retraites qui est de repousser l'âge de la retraite, donc de plus en plus. Et là, en l'occurrence, ça nous confirme juste qu'on va devoir, pour la plupart, travailler jusqu'à 70 ans. Pas de surprise. On entend dans les milieux jeunes, dans les milieux étudiants, on n'aura pas de retraite, nous, de toute façon. Est-ce que ça se dit aussi au CJDES et est-ce que c'est une vérité ?
Alors, est-ce que ça se dit au CJDES? Non, mais je pense que c'est aussi dû à la structuration de notre audience. On a beaucoup de cadres, de jeunes dirigeants, et donc du coup, avec des thématiques de santé aussi particulières. Et donc là-dessus, il y a un global optimisme sur le fait d'avoir une retraite un jour. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on sait qu'elle sera plus tard. Et comme je vous le disais, on n'attend pas avant les 70 ans pour la plupart des gens. Hugues Widor, de votre côté, l'UDES, que pense-t-elle de ce projet de réforme de retraite? Et est-ce que vous avez été consulté, d'ailleurs, en tant qu'organisation représentative? Oui, on a été consulté à plusieurs reprises avec le ministère et auprès du ministère du Travail. Ce qu'on peut dire, c'est, pour aller à l'essentiel en ce qui nous concerne, c'est un regard assez critique, voire très critique, sur un point de cette réforme qui est l'emploi des seniors. Vous avez fait un communiqué de presse hier sur le sujet. On a fait effectivement un communiqué de presse hier en forme d'alerte, parce qu'on le sait bien, en France aujourd'hui, à partir de 50-53 ans, il est difficile de retrouver un emploi. Et c'est encore plus difficile à partir de 60 ans. D'ailleurs, quand on regarde le taux d'emploi des 55-64 ans, on est à 56%. Et quand on est à partir de 60 ans, on passe à 30-35%. Mais est-ce que justement le fait de repousser à 64 ans l'âge de départ en retraite ne va pas augmenter la part des seniors de plus de 60 ans, et donc est-ce que ça ne va pas déstigmatiser les 55-59 ans, vous voyez, qui ne vont plus être considérés comme des employés finalement trop âgés? C'est tout l'enjeu finalement de comment est-ce qu'on change de culture en France et dans le milieu des entreprises, mais aussi auprès de l'ensemble des concitoyens, pour dire que les seniors d'une certaine manière en entreprise ont des compétences et peuvent apporter une valeur ajoutée. Et ça, c'est une véritable révolution copernicienne qu'il faut démarrer, parce qu'on le sait, encore aujourd'hui, dans grand nombre d'entreprises, c'est pas le cas. Et le gouvernement a eu une réflexion assez mécanique, au fond, sans véritable étude d'impact, en disant 100 000 actifs de plus à partir de 2025, 300 000 à partir de 2030, et en raisonnant, en expliquant que finalement, ça va faire remonter le taux de cotisants et du coup d'équilibrer notre régime. Mais du fait qu'on n'a pas suffisamment, à notre goût, préparé cette réforme, eh bien, il n'est pas du tout évident qu'il y ait cette manne financière, et il n'est pas du tout évident qu'il y ait ce retour à l'emploi ou ce maintien dans l'emploi des seniors. C'est pour ça qu'on propose un certain nombre de dispositifs autour de l'accompagnement dans l'emploi des seniors, notamment ceux qui sont éloignés de l'emploi, mais également les autres, pour faciliter cette embauche avec des allègements pour l'emploi des salariés de plus de 55 ans, l'abondement d'un compte personnel de formation qui existe pour l'ensemble des salariés, mais qui peut exister, qui peut être abondé pour les seniors, notamment pour un point qui est la question du numérique, qui est souvent la fracture en fait dans les entreprises. On a aussi en termes d'âge, mais on l'a aussi dans les entreprises. Donc des mesures pour faciliter l'emploi des seniors, pour nous ça a été insuffisamment préparé. Sachant qu'il y a aussi des plus jeunes qui ont des difficultés aussi avec le numérique, et c'est pour ça qu'on a pas mal d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui s'engagent pour lutter contre cette fracture numérique. Alors quand on parle de l'âge de départ en retraite, forcément, ça pose une question et ça crée des résistances dans les métiers à forte pénibilité. Est-ce qu'il y a, Lynn Bobby, dans l'économie sociale et solidaire, des métiers qui sont connus pour être particulièrement pénibles ? Oui, il y a des métiers qui sont pénibles, évidemment. On parle du care chez les personnes qui sont au contact des publics et qui accompagnent... Dans les métiers du soin. Exactement, oui, pardon. Quand on a des personnes qui, effectivement, accompagnent les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, et qu'elles sont susceptibles de les porter pour leur faire la toilette, notamment, là, on peut parler, effectivement, de critères de pénibilité. Après, la pénibilité, c'est un sujet. Ça concerne, effectivement, les acteurs de l'ESS, mais il n'y a pas que la pénibilité, puisque finalement, dans les grands perdants, entre guillemets, de cette réforme-là, on va quand même retrouver des personnes qui ont des carrières qui sont discontinues. On va retrouver aussi des personnes qui sont à temps partiel. Et là, en l'occurrence, ça concerne notamment beaucoup les femmes. Alors, l'économie sociale et solidaire est une économie où les femmes sont surreprésentées, mais on va retrouver là encore des femmes qui sont surreprésentées dans ces carrières discontinues, dans ces temps de travail qui sont partiels et qui sont subis aussi.
Donc ça veut dire que l'ESS se sent particulièrement concernée, elle aussi, par ces problématiques de pénibilité. Hugues Widor, si on revient sur la pénibilité, justement, est-ce que vous avez, vous aussi, des exemples de secteurs d'activité qui concernent en particulier l'économie sociale et solidaire ? Oui, enfin, je confirme tout à fait votre analyse, hein, on la partage, c'est-à-dire qu'on est sur des branches, par exemple, du sanitaire et du social, avec tous ceux qui sont en charge de personnes fragiles, notamment des personnes handicapées, des personnes en situation de perte d'autonomie. Et donc là, forcément, il y a de la pénibilité parce qu'il y a des ports de charge, ports de transport de personnes, il y a des horaires qui peuvent être aussi très contraints. Sur l'aide à domicile, par exemple, on est sur des déplacements qui sont tous les jours. Et donc on voit bien là qu'il y a des pénibilités profondes. Je pense aussi à la petite enfance, dans les crèches dont on parlait tout à l'heure, parce que vis-à-vis des enfants, il faut souvent avoir des postures difficiles. Et ça se paye. Et ça se paye très souvent par des invalidités, de l'incapacité. Et du coup, on a milité beaucoup sur ces mécanismes de mutualisation et le fait même d'avoir un fonds d'investissement de la prévention. Et de ce fonds d'investissement qui sera géré par la TMP, c'est-à-dire la branche accident du travail et maladies professionnelles, permettra d'abonder les branches qui vont mettre en place des dispositifs pour justement répondre, si je prends l'exemple de l'aide à domicile, à ces problèmes de pénibilité, de charges lourdes et de gens qui, au bout du compte, sont finalement abîmés par ce travail et pas forcément bien pris en charge aujourd'hui, par faute de moyens. Alors une autre tranche de population qui risque d'être pénalisée par cette réforme, même si des garde-fous sont d'ores et déjà prévus, ce sont ceux qui ont commencé à travailler très jeunes. Est-ce qu'il y a dans l'économie sociale et solidaire des métiers dans lesquels il est réputé que l'on commence à travailler jeune ou pas spécialement ? Hugues Widor ? Disons que de notre côté, on n'a pas forcément une vision très précise. C'est-à-dire que pour nous, c'est relativement marginal. On parle plus de jobs d'été ou dans le domaine de l'animation ou de l'accompagnement dans le domaine périscolaire. Mais enfin, à 16 ans, on a quand même très peu de jeunes. Les jeunes que nous accueillons à cet âge-là, c'est plutôt dans le domaine de stage, ou que ce soit d'ailleurs en troisième. Mais après, c'est de quelle manière, finalement, d'une façon plus globale, rendre compte aux jeunes et aux jeunes diplômés ou moins diplômés de ce qui se fait dans l'économie sociale et solidaire. Et c'est tout l'enjeu du travail qu'on fait avec le monde universitaire. Lynn Bobby, vous êtes sur la même ligne ? Oui, je rejoins complètement. Et effectivement, sur cette question de la jeunesse, alors on a effectivement peu de données qui nous permettent d'attester qu'à 16 ans, beaucoup de personnes commencent leur activité. Pour autant, on a quand même des sujets sur cette... alors, excusez-moi, je me perds un petit peu. Bon, vous allez retrouver, c'est pas grave. Vous avez retrouvé ? Oui, sinon j'avance. En fait, oui, dès 16 ans, en fait, on a une grande diversité de métiers. Ouais. Alors, les questions de l'animation, effectivement, puisqu'on peut passer son BAFA très jeune. Mais il y a aussi d'autres métiers, et notamment un champ qui se développe, et donc là, on est plutôt dans la prospective, mais sur la transition écologique et énergétique. Beaucoup de métiers sans qualification, et donc du coup potentiellement les métiers de demain en fait, oui, c'est ça, d'accord. Dernière question sur cette question des retraites, les syndicats se mobilisent de façon conjointe, est-ce que ça sert à quelque chose ? Lynn Bobby. J'espère, oui. J'ai tendance à me dire que quand on est engagé, on a tendance à choisir l'optimisme. Donc je vais choisir l'optimisme pour cette réponse. Ça sert à plusieurs niveaux. Déjà, ne serait-ce que pour dire qu'il y a du mécontentement, pour pointer du doigt les mécontentements et pour susciter des réflexions autour des solutions, autour de la diffusion de ces solutions qui pourraient exister et qui pourraient être des propositions pour l'après. En même temps, Hugues Widor, on a beaucoup dit au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron qu'il court-circuitait les corps intermédiaires. Ça a l'air d'être beaucoup moins vrai aujourd'hui, mais même question. Est-ce que la mobilisation des syndicats sert à quelque chose ? Ou est-ce que ce projet est d'ores et déjà quasiment voté ? Alors moi, je dirais déjà qu'il faut respecter la démocratie sociale. Et donc, du fait qu'il puisse y avoir une expression, c'est déjà une bonne chose. Et finalement,
une reconnaissance d'une forme de santé dans le corps social, c'est-à-dire la capacité que l'ensemble des acteurs s'expriment, des organisations syndicales. C'est à reconnaître et c'est surtout à défendre. Le principe même est à défendre, quel que soit le sujet. Il faut que les syndicats puissent manifester. Quiconque d'ailleurs qui le souhaite dans ce pays doit pouvoir le faire. C'est la grande différence avec des régimes qu'on ne voudrait pas connaître en France. C'est le premier point. Deuxième point, ça interroge quand même malgré tout. Ça interroge parce que quand on regarde la cartographie des organisations syndicales, on avait au début, pas toutes, il y en a qui étaient pour la retraite à 60 ans, mais il y en avait qui étaient dans des formes d'ouverture. Et au fond, ça s'est quand même pas mal resserré. Alors, il y a plusieurs raisons qui tiennent à l'organisation même de ces syndicats, mais une autre peut être une problématique de méthode du gouvernement. Et pour y avoir participé, l'UDES interpelle le gouvernement sur cette question. Savoir qu'on a regretté qu'il n'y ait pas eu de grandes réunions avec l'ensemble des organisations syndicales et employeurs. Parce qu'il y a eu des bilatérales. Nous avons été en bilatéral, donc le gouvernement et l'UDES. Donc vous voulez dire que le gouvernement cloisonne, en fait, pour aller chercher les arguments qui vont peut-être vous convaincre, de façon à reconstituer derrière ces entretiens bilatéraux des points d'accord, peut-être un peu refabriqués? Alors, ce que nous pensons, c'est qu'effectivement, le gouvernement a puisé, est allé chercher, est allé regarder. On ne va pas dire qu'il n'a rien pris, parce que quand on regarde la pénibilité ou quand on... Qu'est-ce qu'il a repris de vos arguments, Hugues Widor? Sur la pénibilité, par exemple, sur la nécessité d'avoir un fonds spécifique justement sur la TMP et donc du coup sur les questions de prévention, sur le fait d'avoir des congés de reconversion, ça c'est des congés de mobilité, ça nous paraît tout à fait utile. Il y a sur les seniors quelques points qui ont été repris. Nous étions favorables aussi à ce qui est un minimum retraite qui soit quand même supérieur à ce que nous connaissions, puisque c'était une indication. Donc ça c'était... Donc on sent bien que cette méthode vous donne quand même voix au chapitre, et c'est important dans l'économie sociale et solidaire, parce que la gouvernance, y compris au plus haut niveau de l'État, est un des éléments qui compte pour l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Allez, on passe au deuxième gros sujet d'actualité de cette rentrée 2023. Les soldes d'hiver vont commencer mercredi dans un contexte d'inflation importante, vous le savez, plus 5,2% pour l'indice général des prix en 2022, et ça ne devrait se calmer légèrement qu'à partir de mi-2023, avec bien entendu dans cette composante une inflation des prix de l'énergie qui pèse beaucoup dans la balance et qui met en difficulté pas mal d'entreprises et forcément pas mal d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, et pas mal d'associations, puisque ces associations composent 80% des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vos adhérents, Lynn Bobby, Hugues Widor, vous ont fait remonter leurs inquiétudes face à l'augmentation des prix de l'énergie? Lynn Bobby. Oui, tout à fait. Alors ça fait l'objet de longues discussions, notamment le week-end dernier en séminaire de bureau. On a un événement qui est prévu sur cette thématique-là très prochainement. Et donc effectivement, il y a une globale inquiétude des différents acteurs, de différents secteurs d'activité, et qui s'accompagne en plus d'un manque de visibilité finalement sur ce qui va advenir déjà dans un temps très court, mais sur du moyen terme, sur du plus long terme. Et en plus de ça, le dernier élément qui s'ajoute, c'est quand même l'échéancier notamment de remboursement lié à la crise sanitaire qui entre en application en principe dès cette rentrée. Et donc on sent bien que dans ce contexte économique dégradé, c'est une vraie interrogation pour toutes les structures qui sont chez nous. Hugues Widor, que vous disent vos adhérents à l'UDES? La même chose, avec une très très grande inquiétude sur l'ensemble des branches. Ça touche toutes les entreprises. On a fait une enquête à ce sujet et 90% des répondants sont inquiets dans le fait que c'est l'augmentation des coûts, les matières premières. C'est aussi des dégradations des relations avec les salariés, parce qu'il y a une pression sociale qui s'exerce, une difficulté pour les employeurs à le prendre en compte.
Je vais prendre l'exemple des négociations sociales, où toutes nos branches ont été évidemment impactées par l'inflation, et du coup la nécessité de reviser les valeurs du point, avec deux approches différentes. L'une qui est de dire on augmente les salaires minimum, et puis l'autre qui est de dire on augmente l'ensemble des salaires. Mais à chaque fois, ça a des incidences, et c'est compliqué aussi de le faire admettre par l'ensemble des financeurs de notre écosystème. Alors, il y a une question de fond quand même, Hugues Widor, c'est est-ce que le bouclier tarifaire qui a été prévu par le gouvernement pour protéger les TPE-PME, est-ce qu'il va s'appliquer aux associations ? On se rappelle au début du Covid qu'un certain nombre de mesures étaient prévues pour les entreprises, les petites entreprises, et les associations au tout début n'y avaient pas droit, donc il a fallu batailler pour les faire entrer dans le dispositif. Est-ce qu'on est dans le même cas de figure ? À l'heure actuelle, dans notre analyse et dans ce qu'on a lu du gouvernement, on a l'interprétation que le bouclier fiscal s'applique, tarifaire. Le bouclier tarifaire s'applique aux associations, effectivement, employeuses. Je lisais tout à l'heure, effectivement, sur le blog de Michel Abervé, sur Alternative économique, qu'effectivement, il y a un loup. Il y aurait un loup, en tous les cas, parlons prudemment, en tous les cas, un flou sur l'accès des associations employeuses ou pas au dispositif, et peut-être pas à tous les dispositifs en même temps, alors que les TPE-PME auraient droit à aller à plusieurs guichets à la fois. Donc ce flou est assez gênant quand même, donc on a besoin d'y voir plus clair. On a besoin d'y voir plus clair parce qu'il y a une forte attente de la part des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Je vais prendre un exemple, c'est l'exemple des établissements médico-sociaux où l'impact il est de l'ordre de 35% d'évolution du coût de l'énergie. Et donc, de ce fait, il faut absolument qu'il y ait un bouclier tarifaire, tel qu'on l'a vu, on a vu par rapport au gaz et par rapport à l'électricité, donc un plafonnement à 15%, donc une prise en charge à 15%. Après, on va creuser, parce que là, on ne peut pas rester, on peut pas rester dans le flou, comme vous l'avez indiqué, parce que d'abord, nos adhérents sont extrêmement inquiets sur le sujet. On a un conseil d'administration demain de l'UDES. On va refaire le point d'ailleurs sur l'ensemble des attentes et l'ensemble des problèmes rencontrés par les différentes structures. J'avais une structure des foyers de jeunes travailleurs qui se demandait d'ailleurs comment elle allait passer l'année. Donc on a un sujet très sensible. Alors merci de citer cet exemple, parce que c'est une question là aussi de fond. Quelles sont selon vous, Lynn Bobby, les structures de l'économie sociale et solidaire, les filières d'activité qui vont être le plus impactées, d'après ce que vous savez ou ce que vous sentez, parce que rien n'est très clair, par l'augmentation des prix de l'énergie? Alors, nous, on a eu des retours notamment d'acteurs de l'action sociale donc, qui mènent des actions de solidarité en proximité et qui nous disent que leur facture va augmenter, va être multipliée par 8, voire par 12. Donc effectivement, sans mesures qui permettent de limiter ces effets-là, on peut imaginer que ça va peser sur les budgets, sur les modèles économiques et aussi sur les efforts qu'on peut ou non déployer sur le terrain pour continuer à maintenir ces actions de solidarité. Mais c'est aussi le cas sur d'autres sujets. Et ça pèserait aussi sur la pérennité, sur la survie de certains acteurs? Oui, tout à fait. Mais, effectivement, là, j'ai parlé des acteurs de solidarité, de l'action sociale, mais c'est aussi vrai lorsqu'on s'intéresse aux acteurs qui travaillent dans l'alimentaire, par exemple. Et il y a des craintes liées à des scénarios comme le scénario William Sorin. Alors, William Sorin n'est pas une structure de l'économie sociale et solidaire. Pas tout à fait. Mais en tout cas, dans l'alimentaire, dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, on a des craintes liées au surenchérissement, justement, des prix de l'énergie et de la nécessité de devoir arrêter une partie de l'activité. Et ça a des répercussions du coup sur la production alimentaire et ça a aussi une répercussion sur les acteurs de la solidarité que j'évoquais en premier point, puisque tout ce qui est distribution alimentaire va être nécessairement impacté par ce qui, jusqu'à maintenant, consistait dans les rebuts, en fait, dans ce qu'on pouvait distribuer en ex-post. Hugues Widor, distribution alimentaire, restauration associative aussi, café associatif, solidarité, boulangerie d'insertion.
Voilà, des exemples de secteurs d'activité qui peuvent être impactés. Vous en connaissez d'autres ? Tout à fait, les SCOP qui travaillent notamment dans le bâtiment, ceux qui travaillent également dans la métallurgie. Et donc on voit bien qu'il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que tout le monde est véritablement touché par cette problématique. Et donc il faut qu'on ait des réponses très, très précises pour accompagner l'ensemble des adhérents. Je vais citer un exemple, alors qui n'est pas sur les tarifs du gaz, d'électricité, mais qui est sur l'essence. Et avec une mesure qui a été générale, prise par le gouvernement, visant à permettre à 10 millions de Français de toucher une prime de 100 €. C'est très bien pour les Français. Alors, il y a un barème fiscal qui effectivement est prévu là-dessus. Mais ça nous pose problème dans l'aide et le soin à domicile, par exemple, puisque là, aujourd'hui, on se retrouve avec des agents à domicile, des aides à domicile qui refusent de travailler parce qu'elles doivent avancer. Elles se déplacent énormément. D'un appartement à l'autre, dans une ville, d'une ville à l'autre. Dans les montagnes. Et donc, du coup, il y a un coût de l'essence qu'elles doivent avancer quand il n'y a pas de flotte de véhicules, par exemple. Et ça, ça fabrique de l'absentéisme, si je puis dire. Et sur la facture énergétique, on peut penser aussi à ces mobilités douces basées sur des batteries électriques. On peut penser aussi à tout le secteur de l'hébergement, d'urgence, par exemple, ou les crèches associatives, parce qu'on ne va pas laisser les bébés dans le froid, évidemment. Donc voilà, il y a pas mal de secteurs dans l'économie sociale et solidaire qui s'inquiètent. On passe tout de suite à la troisième partie de notre émission. On va parler de votre actu, l'actu de nos invités. Alors pour finir, quelle est votre actualité à vous, Hugues Widor, à l'UDES en ce moment ? Alors, nous préparons notre convention nationale qui a lieu le 23 mars, auquel vous serez chaleureusement invités, ainsi qu'un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, dont le CJDES, bien évidemment. On a 3 grands sujets qui touchent à la transition écologique. D'ailleurs, on a un grand projet à ce sujet-là, qui est un accompagnement des entreprises de l'économie sociale dans cette transition. On va évoquer la question des jeunes, la façon dont les jeunes perçoivent le monde du travail avec les représentants des jeunes et de voir de quelle manière finalement la promesse sociétale qu'offre l'économie sociale et solidaire peut être remplie avec force et avec conviction. Et enfin, un troisième sujet qui est notre actualité un peu quotidienne, autour du CARE et de la branche autonomie, de l'offre de services et de voir de quelle manière on peut répondre aux besoins des bénéficiaires. Et au CJDES, Lynn Bobby, quelle est votre actualité en ce début 2023 ? Alors, 2 événements. Un premier événement qui est lié à la question énergétique, la transition écologique et énergétique, et qui est aussi lié aux questions d'inflation, donc un peu comme l'une des thématiques de ce soir, qui est un ESS en langue de bois qui aura lieu le 24 janvier prochain. Donc c'est une table ronde sur les thèmes de... Tout à fait, bien sûr. Vous êtes invité et d'ailleurs chacun et chacune est invité ce soir-là. Et un autre événement, le 19 janvier, qui est l'inauguration de la 2e édition des Universités du CJDES, qui est un programme qui envisage d'accompagner 15 à 20 jeunes de l'ESS. Donc là, moins de 35 ans, c'est le dispositif dont on parlait en début d'émission. Et donc l'idée, c'est de pouvoir leur faire découvrir l'économie sociale et solidaire ou redécouvrir dans une approche transverse, puisque l'idée, c'est qu'on soit issu d'une association coopérative, d'une fondation, d'une mutuelle, on peut dialoguer ensemble et découvrir des thématiques ou redécouvrir justement la gestion de ces structures. Eh bien, merci pour vos actualités. Merci à vous d'être venus sur le plateau de ESS On Air aujourd'hui chez Mediatico. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si ça vous a plu, vous le dites sur les réseaux sociaux, vous mettez un petit like, un petit cœur, ou ce que vous voulez. Vous pouvez aussi, bien sûr, venir visiter le site de mediatico.fr et faire un don pour nous soutenir. Et puis, vous pouvez vous inscrire gratuitement à la newsletter de Mediatico qui est envoyée chaque mardi matin pour vous tenir au courant de l'actualité de l'économie sociale et solidaire. Merci à vous. Prochaine ESS On Air la semaine prochaine.